אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכי, אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. Bien, alors je dis bonjour à toutes et à tous. Vous avez appris quel était le sujet de la rencontre d'aujourd'hui, puisque nous recevons mon ami Yvan Sultan, à qui je vais donner la parole, qui va nous parler non seulement de la goulette, mais du trajet carrément et de son devenir partant de la goulette, arrivé à l'Ariana. Pardon, excusez-moi, à Natania. Yvan sait pourquoi je parle de l'Ariana. Yvan nous a écrit 4 tomes. Alors avant tout, Yvan, si je te dis 17-7-47. 17-7-47, c'est ma date de naissance à la Goulette en Tunisie. Alors, la goulette, tu pourrais aider les auditeurs à réaliser et à comprendre où se trouvait la goulette en Tunisie? Bien sûr, oui. Donc déjà, je dis pourquoi on voit partout 15, 45 et le reste. Donc 15, c'est les 15 années que j'ai passées en Tunisie, 15 premières années, de 1947 à 1962. En 62 à 2007, c'était la France, 45 ans, donc 45. Et à 60 ans, on avait la chance de prendre notre retraite à 60 ans en 2007. Et donc, la retraite se faisait en Israël, le reste en Israël. Donc 15, 45 et le reste, c'est simplement 15 ans en Tunisie qui donne l'objet du tome 1, 45 ans en France, le tome 2, et le reste en Israël, le tome 3, où j'ai un petit peu plus élargi que le reste, puisque dans le tome 3, j'en ai profité pour parler un peu de toute ma vie juive, dans ma vie, quoi, c'est-à-dire en Tunisie d'abord, en France d'abord, et ensuite, bien sûr, en Israël et à Natania. Et on te souhaite bien sûr Admea Vesrim Shana. Merci beaucoup. Et donc, alors, le sous-titre est Itinéraire de la Goulette à Natania via Paris. Donc, la Goulette, terminus Natania et transit Paris. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, c'est surtout 3 tomes. Le 4e, nous en parlerons après, car c'est un devoir de mémoire. Dans ces 3 tomes qui sont remplis d'anecdotes, de couleurs, de saveurs, de coutumes, tu nous fais découvrir le mode de vie, avant tout, au préalable, à la goulette. Et en fait, tout a démarré avec une réflexion de ta fille, à qui, lors d'un voyage à la goulette, qui voyait tu lui parlais de la maison où tu étais née et autres, et qui t'a fait une remarque en disant « Mais moi, j'aurais rien à raconter à mes enfants. Moi, je suis née à la maternité à l'hôpital de Nancy. » Et je crois que, quelque part, tu as tenu à écrire pour laisser des témoignages, pour transmettre le mode de vie avant tout à la goulette, qui était superbe, les enfants de la rue. Effectivement, en fait, beaucoup de mes enfants, neveux, enfin la génération d'après, parlaient de la Goulette, de la Tunisie, sans y avoir jamais été. Il y en a même qui disent on est nostalgique de la Goulette alors qu'on n'a jamais été. Et en fait, beaucoup disaient aussi mais qu'est-ce que vous faisiez à la Goulette? Vous n'aviez rien, vous avez la télé, vous avez des téléphones portables, vous n'avez rien de tout ça. Alors à quoi passez votre temps? Vous vous ennuyez? Mais pas du tout. Et j'ai décidé de raconter donc toutes nos activités donc qui faisait que on était un peu particulier. Et c'est pour ça que, en fait, je voulais écrire parce que j'estime que il faut transmettre. La transmission est très importante. Et quand ma fille aînée, effectivement, faisait la réflexion en voyant la maison où j'étais né à la Goulette, qui était vraiment une maison qui était en plein complètement délabrée, etc., qui me dit oh, c'est formidable d'être né ici. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de formidable d'être né ici? Et effectivement, je me suis dit, il faut vraiment communiquer. Parce qu'il faut voir que les générations comme la mienne, on n'en voit plus maintenant beaucoup, puisqu'on a traversé en fait 3 pays, dans 3 continents, si on peut dire, et 3 nationalités, 3 pays, Tunisie, France, Israël, qui étaient 3 continents différents, et chaque fois, on avait la nationalité du pays, puisqu'en Tunisie, on avait la nationalité tunisienne, il n'y avait pas les écrits crémieux qui faisaient qu'on était français. Et donc, je me suis dit, ça, il faut que je le mette par écrit, parce que finalement, bah, les paroles passent, et comme on dirait l'autre, et les écrits restent, quoi. Donc, d'où le devoir vraiment de transmettre. Voilà. Et j'encourage beaucoup les gens à transmettre
ceux qui ont vécu comme moi, que ce soit d'ailleurs en Tunisie ou dans d'autres pays arabes, qui sont passés ensuite par la France ou par ailleurs, et puis ça a arrêté peut-être en Israël. Là, maintenant, autour de moi, qu'est-ce qu'on a? Nos enfants sont nés peut-être en France, il y en a qui sont nés en Israël, ils n'ont jamais connu la Tunisie, et nos petits-enfants, pour nous, pour ceux qui sont en Israël, sont nés en Israël, et bon, ils n'ont pas connu la Tunisie, ils n'ont pas connu la France. Et donc, ça a été un petit peu suivi par des gens. Mon ami Shlomo Gilbert Balaïch a écrit un livre à peu près pareil, De mon pays natal à la terre promise. C'est un voyage, bon, qui fait, comme moi, la Goulette Paris-Natania, et surtout, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Jacob Berdugo, que je ne connaissais pas du tout, qui a découvert mon livre dans une synagogue à Natania alors qu'il est de Ranana, et qui a beaucoup apprécié. Il m'a téléphoné, et puis il a écrit son livre aussi, qui s'appelle Akshama, je crois que ça veut dire accomplissement en hébreu, ou réalisation d'un idéal. Vous voyez, il est à Ranana, il était à Meknes, et il est passé par la France. Et il a fait son autobiographie. Donc, si vous voulez, Alors, Yvan, nous allons parler de la vie à la Goulette qui tourne principalement autour de la famille. alors, voilà donc les 3 tomes que je présente, on les verra un par un. Voilà donc le premier tome. Bon, j'ai pas mis ce que représentait la photo, mais tous les Goulettois ont reconnu la jetée de la Goulette, qui était vraiment un des éléments les plus importants de la Goulette, avec au fond ce qu'on appelle le boucornine. Boucornine, ça veut dire simplement 2 cornes. Voilà, c'était la petite montagne qui dominait là et qui était vraiment une particularité qu'on avait depuis la Goulette. Donc là, on a dit quoi? On a dit voilà, les Juifs en Tunisie, la Goulette, on va en parler bien sûr, et ensuite, les Juifs en Tunisie, qui étaient d'ailleurs au départ 120 000, maintenant ils sont plus que 1200. Il faut savoir que c'est très important que les Juifs étaient en Tunisie avant les Arabes. Avant les Arabes, ils étaient implantés déjà en Tunisie, en particulier beaucoup à Djerba, et en fait, ensuite, petit à petit, ils sont partis de Tunisie. En 1948, au moment de l'indépendance de l'État d'Israël, beaucoup sont allés en Israël. En 1956, après l'indépendance de la Tunisie, et puis la guerre au Sinaï avec les Anglais et les Français, avec les Israéliens, beaucoup sont partis aussi. Et en 61, spécifique à la Tunisie, la guerre de Bizerte en 61, qui a écarté tous les Français et beaucoup de Juifs de la Tunisie. Et enfin, après la guerre de 6 jours en 67, et puis toutes les attaques qu'il y a eu sur les magasins juifs là-bas, en plein cœur de Tunis, où les pompiers ont mis plus de 2 heures à intervenir, alors qu'ils n'étaient pas loin de la grande synagogue de Tunis, la plupart des autres juifs sont partis. Bon, il en reste quelques-uns. Les 3 quarts sont à Djerba, ce sont des vieux. Quelques-uns sont en Tunisie, même à la Goulette, où j'ai retrouvé des gens à la Goulette. Alors, j'ai mis en caractère gras 1961, parce que c'est à partir de cette année-là qu'on a fait notre premier départ vers la France en 61. Alors, Yvan, la fratrie. Alors, Avant de nous présenter le plan de la Goulette, parce qu'inévitablement on va en parler, la fratrie. oui, la fratrie, oui. Bon, là, il y avait beaucoup de familles nombreuses à la Goulette. Et puis, bon, c'était pas très, très difficile à éduquer parce que on vivait dehors la plupart du temps. On vivait dehors avec des amis. C'est très rare que, bon, on est à la maison pour les repas, etc., bien sûr. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de problèmes d'éducation des enfants. C'était dans la rue. On avait des femmes de ménage qu'on appelait des bonnes qui s'occupaient de la maison, etc. Et donc, on était toujours dans des familles nombreuses. Et moi, je suis le 6e d'une famille de 6 enfants. On en a eu un 7e, malheureusement, qu'on a perdu jeune, qui devait être mon petit frère. Et donc, on est 5 garçons et une fille. Donc, ça constitue la fratrie, et ce sont tous des gens plus âgés que moi. En fait, j'ai fini le plus jeune de la famille. Voilà. Alors, justement, tu fais allusion au petit frère qui a été perdu. Inévitablement, on ne peut pas évincer tous les noms dits. Par rapport à sa disparition, je ne sais pas. Bon, les non-dits, c'était un peu comme ça, en fait. Je ne sais pas si c'était particulier à notre famille, mais je crois que c'était un peu partout. Ben, chacun vivait sa vie, quoi. Donc, bien sûr, on vivait en communauté, mais il fallait toujours poser des questions, qu'est-ce que c'est que ça? Et comme j'étais le plus jeune, mes frères et sœurs étaient très peu bavards avec moi, et mes parents aussi. Et donc, lorsque j'avais compris à 4 ans qu'il y avait un petit frère qui s'appelait Richard et qui était dans un berceau à côté de mon lit,
Ce berceau a disparu un jour, j'ai toujours demandé où il était, etc. Et on m'a toujours dit, il va revenir, jusqu'au moment où, bien sûr, comme j'étais très jeune, j'oubliais. Et ça, c'était particulier dans la famille, où chaque fois, j'étais trop petit pour comprendre, on n'expliquait pas, etc. Et c'est peut-être pour ça un peu que j'ai voulu transmettre quelque chose en écrivant, pour faire passer des messages, et parce que j'ai été brimé toute ma jeunesse par ce qu'on ne me disait pas. Voilà. Alors, pour ajouter une petite goutte d'humour, tous les prénoms étaient modifiés. Tous les prénoms étaient modifiés, oui, mais c'est spécifique. Je ne sais pas si c'est spécifique à la Goulette ou à toute la Tunisie. Non, c'est général, d'une manière générale, mais dans les prénoms de tes frères et Ouais, sœurs, il y a Ro, il y a Gilbert qui s'appelle Zizi, le pauvre. Vas-y, tu vas lui donner. Daniel qui devient Da. tout le monde avait des surnoms. Ben, il y en a qui étaient faciles. Georges, c'était Jojo. Bon, c'est facile. Gilbert, c'était Zizi, mais après, comme il avait pris beaucoup d'ampleur, on l'appelait le patron, parce que c'était lui quand même qui gérait pas mal les choses. Bon, Jacques, Jaco, c'est classique en fait. Roger, Régo, parce que quelqu'un a appelé ça une fois, et bon, c'est resté. Bien sûr, Daniel, là, on l'appelait Dany, mais enfin, elle n'avait pas trop de surnom, on l'appelait Daniel. Et puis, Yvan Pablo, beaucoup de gens d'ailleurs, des amis de mes frères, ne connaissent que sous le pseudonyme de Pablo, alors que ça n'a jamais été un de mes prénoms. Donc, j'invite les présents à éventuellement répondre si à Natania, on vous demande, est-ce que tu connais Pablo? Exactement. Alors, Yvan, la rue du Limousin, La rue du Limousin, bon, on va peut-être parler un peu de la Goulette en général avant, peut-être, je sais pas. avec le plan, si tu Voilà. peux nous placer un petit peu la Goulette dans le plan général, et après, je crois qu'il y a un deuxième plan avec les rues de la Goulette. Voilà. Voilà la Goulette. Vous voyez donc, Tunis-la Goulette, il y a un trait, mais ce trait-là, c'est un trait très important. La Goulette, pourquoi la Goulette? Parce que, vous voyez à droite le golfe de Tunis, c'est la Méditerranée en fait, et lorsque les bateaux arrivaient pour aller à Tunis, eh ben, ils étaient dans un goulet, ou un goulot, comme vous voulez, et c'est pour ça qu'on appelle ça la Goulette. Les bateaux passaient par la Goulette pour aller ensuite à Tunis. Et la Goulette était entre la Méditerranée et le golfe de Tunis et le lac de Tunis que vous voyez sur la gauche. Et le trait que vous voyez de Tunis à la Goulette, ça représentait le trajet du train, et c'est aussi ce qu'on appelait l'autoroute Tunis-Goulette. Il n'y avait rien d'une autoroute, hein, c'est une route à deux voies qui était très dangereuse d'ailleurs. Et à un moment donné, il fallait passer un passage à niveau qui n'était très peu surveillé. D'ailleurs, beaucoup de gens ne voulaient jamais prendre leur voiture parce que c'était très dangereux. Il y en a même qui, avant de passer, descendaient de leur voiture pour voir s'il y avait un train et remontaient pour passer. Mais donc, ils passent et qu'ils remontent, quelquefois le train arrivait, quoi. Donc, Il y a eu malheureusement plusieurs accidents très, très graves à ce passage à niveau. c'est comme si vous allez à Tunis maintenant et que vous prenez un taxi pour aller à la Goulette, le chauffeur de taxi ne prendra pas du tout cette route. Il préfère prendre la route que vous voyez de l'autre côté du lac, qui fait tout le tour et qui revient vers Kérédine pour aller à la Goulette. Bien sûr, ça leur convient mieux parce que c'est plus long, quoi. Et là, Celle qui passe devant la Huina, en fait. qui passe devant l'ex-aéroport de la Vina, de l'autre côté du lac de Tunis, en fait. D'ailleurs, pourrais-tu nous faire passer la slide du TGM, qui est deux slides après? Voilà donc Après, le plan voilà. grossièrement de Ça, la c'est Goulette. le plan. Là, vous pouvez voir qu'il y avait en fait trois goulettes. Il y avait Goulette vieille, en fait, c'était la Goulette. La station s'appelle la Goulette. On n'a pas voulu la renommer lorsqu'on a créé Goulette Neuve. C'était la première station. Donc là, on l'appelle maintenant Goulette vieille couramment, mais elle s'appelle la Goulette. Ensuite, il y a eu Goulette Neuve, c'est là que j'habitais, où effectivement, il y avait plein de nouveaux bâtiments. Et il y avait ensuite Goulette Casino, parce que c'était là qu'il y avait le casino de la Goulette qui émergeait là-dessus. Et la route que vous voyez là-bas, c'est le train qui prenait donc, qui passait par là, Goulette Vieille, Goulette Neuve et Goulette Casino. Une petite anecdote, allez, qui ne durera qu'une minute, mais c'est juste pour détendre l'atmosphère. On Ça vaut avait, le coup? euh, je remercie Bilou, mon copain de la Goulette, de me l'avoir raconté. À un moment donné, il y avait un Goulettois qui voulait aller en Chine. Il voulait aller en Chine, donc il était à la Goulette. Bon, il allait bien sûr aller à Tunis d'abord, qui était à 8 km et demi de la Goulette. Une agence de voyage, on lui dit, je vais aller en Chine, à Pékin. Il dit, Pékin, à Chine. Moi, je te donne un billet pour Paris et tu te débrouilleras. Il arrive à Paris, il dit, je vais aller en Chine. Chine, ça va pas, non? Je te donne un billet pour Berlin et tu te débrouilles en Allemagne. Petit à petit, et enfin, il arrive en Chine. Il passe une semaine en Chine, il visite toute la Chine, il est partout, le mur de Chine, etc. Bon, la Grande Muraille. Et puis, il doit revenir à la Goulette.
Donc, il arrive dans une agence de voyage à Pékin, et puis il dit, il y a quelqu'un qui est sur son ordinateur, comme ça, le regardant à peine, et il dit au gars, écoutez, je voudrais aller à la Goulette parce que c'est à côté de Tunis, et en Afrique. Et le gars, il commence à taper, il dit, non, non, manque de précision, précisez s'il vous plaît, vous l'êtes neuf, vous l'êtes casino, ou vous l'êtes vieille. Donc, Alors, il y avait 3 Goulettes. la slide suivante, Yvan, Alors, le TGM, pour montrer ce fameux TGM. ce fameux TGM, voilà, voilà quelle allure il avait dans les années 55, 60, voilà. On appelait ça le petit train blanc. Bon, maintenant, malheureusement, il est plus blanc maintenant. Et donc, mais c'était à représenter vraiment le trajet que combien de gens ont fait entre Tunis et la Goulette pour aller travailler et inversement. Et le train blanc, après, il passait par Tunis. Il passait par un endroit qui s'appelait le Bac. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Le Bac, c'est simplement quelque chose qui permet de traverser le lac de Tunis pour aller à Rades, où il y avait le Corniche, sans faire tout le tour pour arriver à Tunis. Il y avait un bac où on mettait la voiture sur le bac, et puis on arrivait comme ça à Rades, qui était très connu aussi, quoi. Symbole aussi de la Goulette, voilà. Le cinéma Rex qui avait ouvert en 54, voilà comme il était. Et puis là, on avait vraiment tous les films qui étaient à la mode, etc. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes, on pouvait y aller. Et on y allait d'autant plus que mon père était le comptable du cinéma de la Goulette. Et par là, on avait droit à une entrée gratuite. On avait une carte spécifique, fils du comptable, et on rentrait en présentant cette carte. On avait l'entrée gratuite pour tous les films. Et donc là, on passait notre temps, bien sûr. Et je crois que certains de tes copains en ont profité aussi parce que la carte pouvait de temps en temps passer de main à main. De main à main, mais quand on était à l'intérieur, c'est difficile de ressortir pour leur donner. Et donc, on passait par une porte qui était juste à droite là de l'image, la première porte. On passait la carte par-dessous. On savait que le copain derrière, il la prenait, il rentrait, il nous rendait la carte. Une fois qu'il était entré, on n'a pas pour passer inaperçu. Et donc, ça nous a beaucoup servi. On passait, voilà, déjà une partie de notre vie au cinéma Rex. À côté, il y a la maison des Anna. Peut-être que madame qui connaissait les Anna sait qu'ils avaient Annick Alpha, oui. Donc voilà, c'était le cinéma. Ensuite, alors, un petit souvenir que je tiens à rappeler, c'est que les parents d'Ivan Sultan allaient au cinéma le samedi soir, donc ils réservaient la place la veille, mais surtout jamais de western, parce que pour le père, voir des chevaux courir, à quoi ça sert? mon père avait dit western, c'est quand on disait, est-ce qu'on te prend? Non, c'est pas pour voir des chevaux courir, ça m'intéresse pas. Il avait envie de western. Alors, Yvan, je vais te demander de nous parler de la vie juive à la Goulette. Alors, on va y arriver. Simplement, je présente la jetée, parce que c'était donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et là, on va parler un petit peu du multicommunitarisme. Il y avait une vie juive à la Goulette. De la Goulette, il y avait Goulette Neuve surtout. C'était vraiment, il y avait pratiquement que des juifs. C'est vrai qu'on vivait en bon entendement avec les Arabes, avec les Siciliens, avec les Maltais, avec les Français, etc. Mais en dehors de certaines exceptions, chacun avait son quartier. Il y avait donc un quartier qu'on appelait la Petite Sicile, comme son nom l'indique, où il y avait la plupart des Italiens. Et disons, la vie juive à la Goulette, c'était une vie vraiment entièrement juive, quoi, si je peux dire. Bon, même si on avait quelques amis, les Masclés, le père était français et la mère maltaise, il y avait les Prost, qui étaient des Français purs, il y avait dans les équipes de sportives des filles, une fille qui s'appelait Jamila, qui jouait dans l'équipe de la Goulette, en volleyball. Et il y avait aussi surtout les Vigano, que je ne voudrais pas oublier, parce que les Vigano représentaient une famille d'origine italienne, bien sûr, mais qui était vraiment entièrement assimilée aux Juifs. Et même Mimi Vigano, Zichrono le Bracha, avait épousé une fille juive de notre communauté, Francine Valenzi, Zichrono le Bracha aussi. Et vraiment, ils étaient assimilés comme nous, quoi. Et sinon, donc, encore une fois, les Siciliens habitaient ici, dans ce quartier-là, et on ne les voyait pratiquement qu'une fois par an, le 15 août, lorsqu'ils sortaient la Madone pour faire le tour de la ville, la procession. On suivait pas mal la procession avec eux, jusqu'à ce qu'ils reviennent ici. Une seule fois, on est allé manifester là-bas. C'était à l'occasion d'un match de boxe. Les Goulettois aimaient beaucoup la boxe. On avait un champion du monde qui s'appelait Alphonse Alimi, qui était franco-juif, et il avait battu en finale un Sicilien qui s'appelait D'Agata, et on était allé manifester là-bas, à la Petite Sicile.
gentiment, bien sûr, et ça a été après, eux ont gagné après le retour, donc bon, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment sympathique, quoi. Et encore une fois, multicommunautarisme, ok, mais moi, à la Goulette, je n'ai jamais connu vraiment d'osmose entre les communautés juives et les autres. Pratiquement tout le monde, tous les gens qui habitaient rue du Limousin où j'habitais moi, rue du Dauphiné, avenue avec Franck Larose, etc., pratiquement avec des juifs, et que les Arabes qui étaient commerçants étaient pratiquement tous arabes, par contre, très gentils, la plupart étaient des Djihadiens, et ils dormaient la plupart du temps dans une salle qui était attenante à leur commerce, et qui était très sympa, ils savaient qu'on était juifs, il n'y avait vraiment aucun problème de ce côté-là. Jusqu'à, bien sûr, que les événements un peu soient un peu plus tendus, j'allais dire, après l'indépendance de la Tunisie, après la guerre de Bizerte, et bien sûr, je ne l'ai pas connu, après la guerre des 6 jours, bien sûr. Alors, Yvan, tu as fait allusion au volleyball. Je tiens à rappeler que le filet, c'était vraiment quelque chose qui était tendu d'un mur à l'autre. Ben, le filet était quelque chose qui était tendu d'un jour à l'autre quand on jouait comme ça au volleyball dans la cour, mais seulement le sport comptait énormément à la Goulette. La jetée, j'ai présenté la photo là, au nord de la jetée, il y avait ce qu'on appelait le bloc, et il y avait la piscine de la Goulette. C'était vraiment une piscine d'eau de mer, et qui était très fréquentée. Il y avait un club qui s'appelait la Jeunesse Sportive Goulettoise, la GSG, qui était très fort au niveau natation. Et c'était une piscine d'eau de mer. Chaque fois qu'il y avait un bateau qui passait, ben, il vidait l'eau complètement avec les remous. Il fallait attendre qu'il repasse pour revenir. Mais il y avait énormément de sport à la Goulette. J'ai parlé de la natation. Il y avait le volleyball. Le volleyball, c'était surtout l'équipe de l'USG, une autre sportive goulettoise, qui était très forte. Et puis, c'était vraiment volleyball et natation, et bien sûr water polo, étaient vraiment les sports les principaux dans la Goulette. Et puis le reste, c'était quoi? C'était bon, les attractions, c'était quoi? C'était bien sûr les jeux de cartes. Notre maison était tout le temps ouverte. On faisait même les réveillons du 24 décembre et du 31 décembre. On avait un arbre qu'on décorait le 24 décembre. Mon père nous laissait faire. Hein, c'était vraiment, ça n'avait rien de religieux, etc. Donc, et on s'amusait beaucoup. On faisait des jeux, des jeux de société. Chaque chambre avait ses jeux de cartes. On jouait au rami, on jouait au poker, on jouait à d'autres jeux, mais c'était toujours très, très ouvert. Et voilà, c'était, bien sûr, il y avait la radio. Et puis voilà, les attractions, c'était facile. Hein. C'était dans la rue, et puis comme ça, chez nous, quand il y avait les gens, quoi. C'est vrai. Alors, Yvan, comme le temps avance et que j'aimerais bien que tu puisses nous parler de plusieurs des tomes, Oui. je reviens à ma question que j'avais posée en amont, la vie juive à la Goulette, parce que inévitablement, tu vas nous parler avant tout de ton père et de ce qui s'est passé, ce qui se passait pendant les différentes fêtes, parce que la Goulette, c'était fenêtres et portes ouvertes. Bah, la Goulette, c'était bon. On peut pas dire que 80% des Goulettois étaient très religieux. Mon père en faisait partie, et donc chaque fois qu'il y avait typiquement des fêtes religieuses, comme bien sûr Pessah, à ce moment-là, les gens qui ne savaient pas faire le seder venaient chez nous. Les tables étaient rallongées, les chaises débordées, même dans la rue attenante. Les gens venaient apporter une chaise pour s'asseoir, pour écouter la Gada de Pessah, donc la traversée. Et puis voilà, quoi. De la même manière, il y avait toutes les autres fêtes. Les gens nous demandaient chaque fois ce qu'il fallait faire, fallait pas faire, etc. Et mon père leur répondait volontiers, quoi. Et là, bien sûr, il y avait les synagogues de la Goulette, dont la principale s'appelle synagogue de l'hôpital, c'était la synagogue principale où mon père officiait quelquefois. Et il y en avait une toute petite synagogue qui n'était pas loin de la maison, d'ailleurs, où il y avait tous les offices. Et le jour de Kippour, bien sûr, toute la rue était complètement bloquée par les gens qui faisaient la prière des Kohanim pour la fin de Kippour et qui étaient tous dans la rue, il n'y avait aucun problème. Et alors, malheureusement, arrive un drame en 59 dont tu vas parler, Oui, et qui va être d'ailleurs le sujet de ton 4e tome. voilà. Mon père est décédé en 1959. En fait, il y avait dans un endroit qui s'appelle le Passage à Tunis, qui était très connu, il a été heurté par une voiture et en fait, il est resté pas mal à souffrir et chaque fois, il se bandait la jambe, il avait la jambe, il mettait quelque chose sur la jambe, tout ça. Je ne croyais pas que c'était si grave que ça, en fait, parce qu'on ne m'a jamais dit. Mais en fait, un jour, il y a le joueur du cinéma Rex qui est venu à la maison et qui a mis un bout de papier. Mon père était hospitalisé et il est décédé donc à Tunis le 18 janvier 1959. Voilà. À partir de là, ça a été le désarroi complet.
parce que mes frères étudiaient, ma mère n'avait jamais travaillé ou très peu, et donc on était obligés un peu de voir comment faire pour survivre, en quelque sorte. Elle s'est d'ailleurs révélée être une forte femme puisqu'elle a trouvé assez vite du travail pour les deux aînés, Voilà. ce qui a permis de bien aider la famille. Et là arrive ta bar mitzvah. Arrive un bar mitzvah, j'avais 11 ans et demi au moment de la mort de mon père, et donc j'étais le seul de la famille à faire ma bar mitzvah hors la présence de mon père, quoi. Donc j'étais pris en main par des amis de mon père que je connaissais absolument pas, et c'est eux qui m'ont aidé à faire ma bar mitzvah à la synagogue de l'hôpital de la Goulette. Voilà. Alors, l'école de la Goulette, tu étais très bon élève. Voilà. Et tes frères ont pris en charge ton cursus scolaire. Alors, en haut, c'est la cour, et en bas, c'est l'extérieur de l'école de la Goulette. Alors, bon, j'étais. D'abord, j'avais échoué avant de commencer mes études, parce qu'en fait, à 5 ans, à l'âge de 5 ans, mon père m'avait appris, comme avec tous mes frères, à lire, à écrire, à compter, etc. Donc, j'avais largement la possibilité de rentrer en CP. Hein, en petit Aleph pour les Israéliens, dès l'âge de 5 ans. Malheureusement, ils n'ont pas entendu de cette oreille. Comme j'étais né au mois de juillet, ils ont dit d'attendre les 6 ans qui suivent pour pouvoir rentrer en CP. Comme j'étais assez brillant, j'ai sauté une classe, comme l'a fait un de mes frères aussi. Le CM1, j'ai sauté pour passer en CM2. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais? Disons, pour la scolarité, c'était bon, parce que j'ai vite retrouvé mon bon niveau, même en sautant de classe. Par contre, j'étais au milieu de gens qui étaient 2 fois plus grands que moi, 2 fois plus adultes que moi, et là, comme j'étais très timide, c'était pas si facile que ça, finalement. Alors, arrive le collège. Arrive en 5e, un de mes frères m'a dit, écoute, de toute façon, ça, le cours complémentaire de la Goulette ne dispense que jusqu'en 3e. Après, il faut changer. Mais moi, je voudrais que tu changes avant et on va t'inscrire au lycée Carnot. Donc, en 5e, j'ai passé un examen d'entrée pour passer en 4e au lycée Carnot pour ne pas rester encore au cours complémentaire. Et là, je prenais donc le TGM, la Goulette Tunis, tous les matins pour aller au lycée Carnot. Et ensuite, voyant que mon frère qui est juste au-dessus de moi, 4 ans de plus, allait aussi au lycée Carnot, on a décidé d'être ce qu'on appelle des goulettois d'été, c'est-à-dire de prendre un appartement à Tunis, pas loin du lycée Carnot, c'est à la rue de Marseille, où on habitait là-bas l'hiver, et puis on faisait comme beaucoup de gens, on était à la Goulette, puisqu'on avait gardé notre appartement à la Goulette. Et donc, moi, j'ai passé donc jusqu'en première, au lycée Carnot. La seconde a été une année assez tourmentée parce qu'il y avait les événements de Bizerte en 61, et donc on ne savait même pas si le lycée allait rouvrir parce qu'il était géré par ce qu'on appelait la mission universitaire et culturelle française en Tunisie, la MUC, et on ne savait pas ce que ça allait devenir après les événements et la guerre entre la France et la Tunisie en 61. Finalement, ça a rouvert au mois de novembre, décembre, et puis donc en 61, et puis on s'est dit, finalement, on voulait faire des études supérieures, il valait mieux ne pas penser tout de suite à rentrer en France. D'ailleurs, mon frère, qui a 4 ans de plus que moi, était en maths spé. Sa maths spé a été bien morcelée de fait de sa rentrée tardive, et il est parti tout de suite, et il a été inscrit ensuite au lycée Jean Sailly en France pour faire sa 2e année de maths spé là-bas. Et donc, voilà. C'est là que vous décidez de partir, de rejoindre donc la France. Ça n'a pas été très facile. Alors, à l'époque, les Tunisiens voyaient d'un mauvais œil les gens, les Français ou Tunisiens, peu importe, qui étaient la Tunisie. Et il y avait beaucoup d'obstacles. Même le fils du patron du cinéma Rex a eu beaucoup de problèmes pour quitter la Tunisie, et il voulait le garder en Tunisie. Et donc, petit à petit, on est parti progressivement, chacun son tour, avec ce passeport vert que vous voyez là, qui mentionnait court séjour France. Voilà, court séjour France, et bon, le court séjour a duré 45 ans. Alors voilà, ma tête, le moment où on avait quitté la Tunisie en 1962. Moi, j'avais quitté sur le ville d'Oran. Bon, il y avait le ville d'Oran, il y avait la ville d'Alger, il y avait la ville de Marseille, et il y avait la ville de Tunis. Donc, chacun avait son bateau. Et c'est là que finalement, on a atterri à Paris en 1962.
Et là, nous allons entamer le deuxième tome, Voilà. donc 45 ans. Alors, 45 ans en France, de 1962 à 2007. Alors là, en France, c'est quoi? Bon, tout de suite, aujourd'hui, ça peut paraître banal d'en parler, mais bon, il faut bien voir que c'est aussi destiné aussi à mes petits-enfants qui sont en Israël, qui n'ont jamais connu la vie en France, et dont j'ai largement détaillé toute ma vie en France dans ces années-là. Donc, j'étais interne au lycée Henri IV, j'ai fait une école d'ingénieur à Nancy et l'IAE à Paris, et j'ai fait beaucoup d'informatique au cours de toute ma scolarité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, simplement, ce qui était frappant, c'est l'internat au lycée Henri IV, et disant que dès qu'on est arrivé en France, toute la famille était disséminée un petit peu partout. Normalement, on devait arriver dans un HLM, il fallait dire une HLM, on ne savait pas, un HLM dans la banlieue nord de Paris, ce qui s'appelait la Fauconnière à Gonesse. Et Gonesse, c'est une banlieue nord. C'est la même gare que Villiers-le-Bel-Gonesse, et ça se situe à Arnouville-et-Gonesse. Bon, maintenant la gare s'appelle Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville. Donc on a mis tout en même temps pour éviter toute ambiguïté. Et donc ça devait être disponible à la rentrée 1962. Ça n'a pas été le cas. Donc en septembre 62, la famille était dispersée un petit peu partout. Moi, j'étais interne au lycée Henri IV. Ma sœur était interne à Versailles. Ma mère a retrouvé sa sœur à Hermont dans des conditions très, 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 très difficiles. Et mes frères étaient soit chez des amis, soit chez des cousins, enfin un petit peu partout. Donc, j'ai passé les 6 premiers mois d'internat au lycée Henri IV. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Et puis, à l'époque, en 62, c'était vraiment très, très facile parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi d'Algérie. J'ai connu là-bas des Juifs d'Algérie, des Juifs de Tunisie, et beaucoup de gens venaient de province, par contre, avec des accents à vous couper le souffle. Et voilà, et il y avait un dortoir, il y avait etc., etc. Et puis, vous voyez, se retrouver du jour au lendemain, dans la chaleur de la Gluette, à un internat à Paris, dans une fraîcheur très peu commune, puisque pour ceux qui étaient nés l'hiver 62-63. On t'entend plus, Yvan. Yvan, on t'entend plus. On le voit, mais on l'entend plus. Je vais lui envoyer un message. Yvan, on t'entend plus. Remets le son. Le son. Le son et l'image. Voilà. Ne coupe pas le son. Tu reprends. Voilà. C'est bon là? Moi, Là, ça y est, on t'entend. j'ai touché à rien, c'est comme ça. Oui, mais c'est les méandres de l'informatique. OK. Donc, avril 63, 1er 63, tous réunis. Donc, on était vraiment contents de tous se retrouver parce que, bon, on n'avait pas. Tous les organismes sociaux juifs nous ont beaucoup aidés. Chaque mois, ils nous amenaient un sommier pour mettre notre note là-dessus. Et donc, moi, après 6 mois, j'avais mon sommier puisqu'il fallait passer toute la famille à tour de rôle. Et c'était Rodier, je crois, l'organisme qui nous a aidés. Enfin, il devait y avoir d'autres, hein, mais je ne sais rien. Et finalement, on s'est tous retrouvés, on était contents, d'être tous réunis. Ma mère a retrouvé sa cuisine, elle a retrouvé sa cocotte minute, elle était contente de pouvoir à nouveau refaire toute la cuisine pour nous, et puis on s'est tous retrouvés là. À partir de là, on était là jusqu'à, pas mal de temps à la Fauconnière, on avait poussé à la Fauconnière. Ma mère était contente parce qu'elle avait retrouvé son boucher de la Goulette, Charlot Marouani, elle l'avait retrouvé à Paris. Et elle allait chez lui faire ses courses. Elle revenait la pauvre très chargée parce qu'elle faisait les courses à pied. On était quand même loin de la gare. Et elle revenait, quand je la voyais par la fenêtre venir avec ses paniers chargés, j'allais courir vite pour l'aider à remonter. Mais elle était contente. Et c'est là qu'on a vécu toutes les années 60. Là, en novembre 63, l'assassinat du président Kennedy, d'autres événements plus intéressants. En octobre 66, la dernière de Brel à l'Olympia, qui connaît Jacques Brel, ici maintenant beaucoup peu de monde. Et on a assisté avec mes frères à Jacques Brel à l'Olympia la dernière. Puis, je continuais bien sûr le lycée Henri IV, et j'ai fait maths sup, maths spé. Et bon, malheureusement, la dernière année de maths spé, c'était l'année 66-67. Et pour présenter les concours, c'était très difficile parce qu'en mai 67, il commençait à avoir la crise au Proche-Orient avec la fermeture du détroit de Tiran par Nasser, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, ça, je crois que tout
tout le monde connaît ça. Et on savait qu'il allait y avoir la guerre au Proche-Orient en 67. On a retrouvé aussi beaucoup de familles de Goulettois, Ben Moussa, Amar, Iri, Labiode, enfin beaucoup de gens. Et en fait, il y avait un d'eux qui était professeur de mathématiques et qui nous disait, pour nous remonter le moral, que s'il y a une guerre, mathématiquement, Israël ne pouvait pas gagner la guerre. Alors, un prof de maths qui dit ça alors qu'on était déjà très angoissés, ça n'a pas fait pour arranger les choses. Et puis, ce qui a fait encore moins pour arranger les choses, c'est que je présentais mes concours. Et présenter les concours en ayant cette angoisse-là, c'est pas si facile. Du coup, j'ai moins réussi que ce que je pensais faire, puisque, bon, j'ai reçu une école à Nancy, mais enfin, c'est pas une très grande école. D'ailleurs, je crois que tu as apprécié cette école parce que ça t'a valu de solides amitiés dont tu parles tout au long des livres, y Oui. compris des amis que tu retrouves même quand tu es à Natania. Et ouais, c'est vrai, j'en parlerai un peu. Et donc ensuite, la guerre de 6 jours, bon, démarre, et le destin fait que tous les lundis, j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui était place du Pont-Téran, pour voir le décret de naturalisation, puisqu'on avait fait notre demande, bien sûr, de naturalisation française dès qu'on était arrivé en France. Et tous les lundis, j'y allais. Et le lundi 5 juin 1967, on était déclaré de naturalité française. 5 juin 67, je rentrais le soir à la Fauconnière dans Cagonès pour annoncer à mes parents. Je dis, voyez, quel destin. Le jour où il y a la guerre israélo-arabe, on n'est plus arabe, on est français. Et donc, ça faisait vraiment un tournant assez sympathique. Alors, bien sûr, la guerre, après cette guerre-là, a fait que les gens étaient très sympathisants envers Israël. Ça a bien changé maintenant. Et on voyait sur les grands boulevards euh, beaucoup de défilés. Johnny Hallyday avec un énorme drapeau israélien. Sur les grands boulevards, toutes les fenêtres des étages portaient un drapeau israélien, qu'il agitait, etc. Et puis, nous, on s'est dit, bon, maintenant, on a pratiquement fini les concours. On est allé avec des amis du lycée Henri IV, à la Ligue des droits de l'homme, voir le président qui était à l'époque Daniel Mayer, pour être volontaire, pour aller en Israël, pour aider les gens en Israël en étant volontaire. Et là, on nous a dit, écoutez, prenez votre temps, c'est pas pressé, terminez vos concours, terminez vos oraux, et après, vous viendrez nous voir, et on vous fera partir en Israël. Et donc, vous voyez, c'était donc... tout le monde était sympathisant, sauf peut-être les gens qui n'étaient peut-être pas trop les juifs. Et malheureusement, il y en avait. Alors, Yvan, nous allons avancer car je voudrais maintenant que tu nous parles de ton tome 3. Voilà. Ta vie à Natania. Donc, l'itinéraire, tu arrives, hop, on a passé tout ça et l'Alia. Bon, alors, donc, voilà, donc le tome 3. Alors, comme je l'ai dit, il n'y aura pas seulement ma vie après, à ma retraite, parce que ce serait un peu, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Donc, je raconte ma vie juive en Tunisie, je raconte ma vie juive en France, et ensuite mon volontariat. Et là, le volontariat et l'arrivée en 67, je veux dire, sur le port de Haïfa, ça fait vraiment quelque chose quand on arrive en bateau, la première fois en Israël, et quand on voit ce grand drapeau sur le silo du port de Haïfa, ça fait quelque chose, ça fait de l'émotion. Alors, je rappelle quand même que Judith et toi, vous avez décidé de faire votre alia dès le premier jour de ta retraite. Et oui. Vous êtes monté après votre fille Jennifer. Ah, bon, donc là, ça veut dire que je passe rapidement sur les années d'avant. En 67, c'était donc la découverte d'Israël. J'ai fait du kibbutz, le kibbutz Ramot Menaché, qui est dans le nord, en Galilée, et j'ai découvert Israël à travers ça. Et l'ambiance en 67, c'était autre chose que celle qui est maintenant. En 67, tout le monde avait le sourire, les gens nous prenaient en stop, même si on ne faisait aucun signe. On a visité tout Israël pratiquement là, via aussi les sorties du kibbutz. On est même allé à Gaza, on est allé à Eilat, on est allé partout via le kibbutz. Et donc, les gens, il y avait de la sympathie partout. À Jérusalem, les Arabes étaient très cordiaux. Ils ouvraient leurs magasins. Ils disaient Vakasha pour qu'on y aille. Et puis voilà. Ensuite, j'ai fait quelques autres voyages dans le bateau avec mon frère et mon baptême de l'air avec ma mère en 69. Et ensuite, je suis allé à l'auberge de jeunesse à Kvar Vitkin, où j'ai retrouvé effectivement un ami qui avait fait aussi ses études à Nancy. Et je lui ai dit, alors Albert, qu'est-ce qu'on fait? On va finir nos études. Est-ce qu'on fait notre alia tout de suite et on va en Israël?
Si on ne fait pas notre alliance tout de suite, ben, ce sera à la retraite sûrement. Et ben, c'est ce qui s'est passé parce qu'à l'époque, c'est vrai que en étant ingénieur, Israël n'était pas comme aujourd'hui, la startup nation qu'on connaît. C'était vraiment pas encore, les salaires n'étaient pas du tout alignés, etc., etc. Donc finalement, on est resté en France et j'ai retrouvé Albert et je retrouve Albert ici à Natania, qui a fait sa retraite, qui a pris sa retraite aussi ici. Voilà. Donc là, on a fait, voilà, la dernière, avant l'ALIA, on a fait pas mal de voyages, après ça en 2004, et le 26 juillet 2007, voilà l'ALIA. On a fait ce qu'on appelle un pan tunisien. Bon, ça s'appelait comme ça parce que il y avait 5 heures par jour pendant 5 mois et, Et et 5 jours par semaine. semaine. 5 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 5 mois. Et on a fait le pan tunisien. Je veux dire, enfin, je veux pas dire, c'était nul. Mais heureusement qu'on avait fait un Ulpan en France avant, parce que les gens qui connaissent rien et qui font l'Ulpan ici en arrivant, je suis pas sûr qu'ils parlent l'hébreu couramment à la fin. Voilà. Malheureusement, c'est d'ailleurs un problème pour la communauté francophone en Israël. Bon, donc l'intégration, bon, il fallait s'intégrer, mais euh, c'est pas pareil en Israël, ce qu'on appelle la houspa, on peut traduire peut-être par culot. C'est très, très difficile de s'adapter à ça, surtout quand on a vécu en France avant, parce que les gens vous bousculent, ils vous empêchent de passer en voiture alors que la circulation est bloquée, ils veulent passer avant vous dans les magasins. C'est pas facile, c'est pas facile. Et beaucoup d'Israéliens modernes, entre parenthèses, nous disaient comment j'aimerais bien qu'ils apprennent à être civiques aussi bien que vous êtes en France. Bon, voilà. Par contre, alors Ah, là, ouais. ce qu'on remarque beaucoup, et beaucoup de Français le remarqueront, c'est que quand on est sur des passages pour piétons, bah, ils laissent passer. Mais c'est vrai que les contraventions sont très fortes si quelqu'un ne laisse pas passer un piéton sur les passages adéquats. Bon, donc là, il y avait des bancs, une mauvaise. Et donc, on a atterri donc à Natania. Voilà. Alors, l'histoire de Natania, bon, on la connaît. On la connaît pas. Bon, je la décris donc en détail. Et elle est beaucoup, beaucoup, disons, amenée par la famille Strauss. La famille Strauss, il y avait deux frères qui s'appelaient Isidore et Nathan. Isidore n'était pas du tout sioniste, mais Nathan était à fond pour le sionisme et il était à la base de la création de la ville de Natania. Alors, je mets Nathan Strauss n'est pas mort dans le Titanic, bon, parce que la famille Strauss, à un moment donné, c'était des Américains, ils étaient en voyage en Europe et ils devaient repartir aux États-Unis en avril 1912. En avril 1912, donc, Isidore était en Allemagne, alors que Nathan était en Palestine. Et il devait se retrouver à Brighton, d'où partait le Titanic. Isidore avait pris des billets pour lui et pour son frère, mais il a attendu vainement son frère. Vous voyez quel miracle, il a été retenu en Palestine, donc il a pris le bateau tout seul, et malheureusement, il est décédé dans le Titanic. Et lorsque Nathan a appris que son frère était mort dans le Titanic, il était vraiment complètement découragé et il a décidé d'épouser à fond la cause du sionisme. Et c'est lui qui était à la base de la création, en particulier de la ville de Natania, qui doit son nom à Nathan Strauss, effectivement. Alors, Natania, est-ce que c'est Natania ou Netanya? Les deux sont possibles, mais si on voit le plan de la première ville de Natania, regardez comment ça s'écrit bien avec deux H, un avant et un après, et il y a bien écrit du nom de Nathan Strauss, qui était un des créateurs de la ville. Et là, c'est resté Natania. Ensuite, il y a eu quelques divergences entre Nathan Strauss et puis d'autres mouvements que je ne nommerai pas ici. Et du coup, ils ont dit, ben, c'est peut-être pas sain de garder Natania. On va dire Netanya, qui veut dire en hébreu cadeau d'Hachem, de Dieu, bon, etc. Mais bon, les Français ont gardé Natania. De toute façon, en hébreu, ça s'écrit de la même manière, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire Natania, vous pouvez dire Netanya, etc. Tout ça pour vous dire que je décris tout ça dans mon livre, et je décris aussi bien la vie à Natania, les animaux, toutes les plats, toutes les promenades, etc. Il n'y a plus de calèche à Natania, c'était assez pittoresque avant. Calèche, c'était autour de la ville de Natania, ils nous prenaient, etc. Mais malheureusement, la façon dont conduit les Israéliens ne convient pas du tout aux calèches, et la dernière calèche a eu un accident avec une voiture, et du coup, il n'y a plus de calèche. Je vais pas, j'aborde à peine le problème des Russes à Natania. Quand j'appelle russe, c'est tout ce qui est ancienne URSS. On a des Russes, il y en a beaucoup d'Ukrainiens, bien sûr, à Natania.
Est-ce que c'est bien ou non? Ça, c'est un problème, j'allais dire, que s'est créé Israël même, puisque pour être candidat à l'Alia, il faut au moins un des grands-parents qui est juif. Or, les Russes avaient des grands-parents juifs, mais j'allais dire des parents du mauvais côté, si on peut dire du mauvais côté. Et donc, ils n'étaient pas juifs, mais ils étaient candidats à l'Alia. Donc, quand les frontières de l'URSS se sont ouvertes et que beaucoup d'immigrants venaient de l'ancienne URSS, ils n'étaient pas juifs, mais ils étaient très bons Israéliens, ils faisaient leur service militaire, ils le font d'ailleurs encore, et là, ils avaient un problème pour se marier, puisque seul le mariage juif est reconnu aujourd'hui en Israël, et donc ça cause un problème. Donc c'est vraiment un problème. On est content de les avoir, parce qu'ils défendent Israël, ils sont très pro-sionistes, etc. Et par rapport à la judaïcité, c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, Yvan, comme le temps imparti avance très vite, je voudrais que tu nous parles du 4e tome, qui est un devoir de mémoire, puisque ça te travaillait tout le temps de savoir que la dépouille de ton père demeurait toujours en Tunisie. Et le 4e tome est consacré justement à l'Alia de ton papa 60 ans après sa mort. Voilà. Alors, je vais y arriver simplement, je voudrais quand même pas occulter cette diapositive où, quand on parle de la Palestine, on se dit, ben attendez, qui envahit qui en fait? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y avait un mandat de la Palestine qui a été transmis aux Anglais en 1922, et les Anglais, on leur a dit, il faut un foyer juif en Palestine, et bien sûr, il y a les Arabes. Donc, les Anglais ont dit quoi? On va partager la Palestine, pac, il y a le Jourdain, à droite du Jourdain, c'est la Palestine arabe, et à gauche du Jourdain, c'est la Palestine juive. Et vous voyez, la Palestine arabe, c'est 77% de la Palestine, alors que la Palestine juive, c'est 23%. Alors, il n'y avait plus de juifs du tout en Palestine arabe, qui est devenue l'émirat de Transjordanie. Par contre, il y avait des Arabes qui sont restés dans la Palestine juive. Et eux ont fait beaucoup de dégâts, et donc ils ont fait des problèmes sur des maisons juives en 1906, à Hébron en 29, etc. Et bon, et du coup, effectivement, il fallait rebeloter ça. On a repartagé la Palestine juive en plusieurs dans le plan de partage. Et ça, je ne rentre pas dans le détail, tout le monde connaît ça, tout le monde sait un peu comment ça se passait par rapport à ça. Voilà, alors je passe, puisque, voilà, au dernier tome, pour moi, j'avais fini. Donc mes 3 tomes étaient finis, étaient scellés. Et puis, j'ai appris par l'intermédiaire de beaucoup de gens qui avaient fait ça, par l'intermédiaire de la synagogue ici à Netanya, qu'il était possible de transférer les restes des ancêtres depuis la Tunisie jusqu'en Israël. Et donc, ça m'a intéressé de faire ça, surtout pour la mémoire de mon père, puisqu'on avait été avec mon frère plusieurs fois en Tunisie. La dernière fois, on avait passé Pessah en l'an 2000 en Tunisie. On est allé sur la tombe de mon père là-bas au cimetière de Urgel. Et puis, on a vu dans quel état c'était, j'y reviendrai. Et du coup, on s'est dit, voilà, on a payé le gardien pour qu'il fasse une rénovation de la tombe. Il a fait pendant 1 an. Et puis, on ne sait plus ce que c'est devenu, puisque en septembre 2000, il y a eu la deuxième intifada. La Tunisie a vite fait de fermer son antenne juive et israélienne, donc en Tunisie, et on ne savait plus ce que c'était devenu. D'où cette idée-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, j'insiste là-dessus, il y avait 2 cimetières principaux à Tunis, le cimetière qu'on appelle le cimetière du Passage et le cimetière du Borgel. Le cimetière du Passage, 60 000 tombes, et ce qui appartenait à la communauté juive, mais il n'y a jamais eu d'inscription précise de cette appartenance à la communauté juive. Comme c'était les Français, il n'y avait pas eu de problème. Et après 56, il y a eu beaucoup de problèmes puisque les Tunisiens voulaient récupérer ça. Et puisque ce n'est pas immatriculé, c'est une propriété communale. Et donc, par un article du journal officiel du 25 février 58, ils ont accaparé ce cimetière en tant que propriétaire communal. Le rabbin de l'époque s'appelait David Torza, était bien un copain avec le maire de Tunis, Ali Belouane, et Ali Belouane a dit, écoute, on va faire ce qu'il faut pour transférer les restes de rabbins et de tout, comme on peut, au Borgel ou ailleurs, en Israël, si vous voulez, etc. Malheureusement, ce maire de Tunis est décédé en mai 58, et celui qui a pris la succession, Ahmed Zawash, n'a voulu pas du tout entendre parler de ça, et il y a eu une expropriation importante
Et là, il y avait très peu de gens qui ont été transférés un peu partout. Le cimetière du Borgel, lui, 20 000 tombes, c'est le cimetière actuel de Tunis. Voilà comment sont à peu près les tombes un peu des gens qui sont là-bas. Donc, alors mon père, j'en ai un petit peu parlé. Il avait une sœur unique qui a fait son état en 48, qui habitait chez nous d'ailleurs, à la Goulette, qui avait une chambre pour elle et sa petite fille. Et elle est allée en Israël, elle, juste après l'indépendance. Ils ont travaillé la terre, ils sont restés là. Malheureusement, elle est décédée en 58. Mon père a eu beaucoup de nouvelles entre 48 et 58, puisque les lettres, le courrier marchait très bien entre Israël et la Goulette, si je peux dire. Et donc, on recevait plein de courriers, il écrivait plein de courriers. Et il était très affecté par ce décès en 58, lui-même étant déjà accidenté et donc décédé en 59. Et voilà, on s'est dit, et on ne peut pas le laisser là. Donc, le projet était de dire, voilà, il faut vraiment essayer de voir comment et sous quelles conditions on pourrait rapatrier les restes de mon père de Tunisie en Israël. Donc là, j'ai lu un petit peu, je me suis renseigné, j'ai trouvé des interlocuteurs à Tunis, à Marseille, en Israël. Et donc, à Tunis, ça a été plus ou moins facile parce que l'interlocuteur me disait c'est facile. Voilà, il faut 2200 euros payables en liquide au cimetière au moment de l'exhumation. Bon, à Marseille, c'était simplement une entité, un monsieur qui dépendait du collectivité juive là-bas, 2000 euros et quelques, etc. Ça allait encore. Et c'est en Israël que pratiquement j'ai eu le plus de problèmes parce qu'il fallait trouver un cimetière d'accueil pour les restes de mon père. Je me suis renseigné à Tania, 55 000 shekels, vous disiez par 4 pour 1 euro, allez, par 3,9 pour avoir le prix en euros. Mon frère s'est renseigné à Ashdod, il avait fait son allié à Ashdod, on lui a dit 62 000. Je me suis renseigné auprès de gens qui avaient fait enterrer leurs proches à Jérusalem en transférant de France. C'était entre 90 000 et 100 000 shekels. Là aussi, donc, vous divisez par 4 et vous voyez le prix en euros. Et du coup, mon frère m'a dit, mais tiens, finalement, notre tante, elle est partie en Israël en 58, elle est bien enterrée quelque part. On avait gardé quelques contacts avec la fille de ma tante, donc ma cousine Maggie. Et donc, je me suis dit, ah oui, j'ai contact avec elle et je vais lui téléphoner. Je lui ai téléphoné et je lui ai demandé où était enterrée sa mère. Il m'a dit, ben, elle n'est pas du tout enterrée à Kiryat Gat comme avant. C'est dans le sud d'Israël, près de Sderot, un village qui s'appelle Gilat. Mais si tu veux, je peux me renseigner auprès du directeur. Il est très sympa et il va me dire si c'est possible ou non. Et elle a téléphoné et elle dit, je te rappelle après. Elle m'a rappelé. Il m'a dit, oui, j'ai téléphoné. Il est d'accord, mais il demande très cher. Je lui ai dit, combien? Il demande 10 000 shekels. Je lui ai dit, attends, 10 000 shekels? Donne-moi ses coordonnées. Et c'est là qu'on a quand même eu, mon frère a eu cette idée-là et on a finalement commencé le projet en disant, voilà, tac, 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 on peut y aller. Oh, il y a eu des difficultés que je passe vite, je les décris dans mon ouvrage. Les gens étaient très mal coordonnés entre eux, aussi bien à Marseille, où je lui envoyais des emails, je lui envoyais des WhatsApp, puis il répondait pas. Il y a eu beaucoup de retard, surtout en Tunisie d'ailleurs. Chaque fois, il disait, ouais, le mois prochain c'est bon, le mois prochain c'est bon, le prochain. Ensuite, il y a eu des extras, on n'a pas très bien compris combien il fallait, etc. Bon, enfin bon, il y avait les difficultés classiques. On a quand même passé outre toutes ces difficultés pour finalement réaliser ce transfert. Bon, moi, je ne voulais pas rentrer en Tunisie. Je me suis dit, bon, j'ai des amis tunisiens en France et même en Tunisie qui peuvent m'aider. J'ai commencé par la Tunisie parce que c'est un ami, Mokhtar, qui a fait ses études en même temps que moi à Nancy et qui est reparti là-bas, donc il pourra m'aider. Il m'a téléphoné et en plus, il n'y a plus de signes de vie. J'ai téléphoné à sa fille. Il m'a dit, écoute, Yvan, voilà, Mokhtar est très gentil, etc., mais il perd un peu la tête, il perd son téléphone, il ne sait plus où il est, etc. Alors, je me suis dit, mince, confier ça quand même à quelqu'un qui a plus toute sa raison, je laissé tomber. Et je me suis adressé à un autre ami, cette fois-ci de France, Riyad, qui était un directeur d'une école en formation par alternance à Paris dans le 11e, qui était devenu très ami à moi. Il m'avait donné beaucoup aussi de formations à réaliser dans le cadre de mon activité chez lui, en secondaire des services mutuels. Je faisais un certificat d'hébergement de sa sœur parce qu'elle en avait besoin pour s'inscrire dans la faculté de Paris parce qu'elle était tunisienne. Et lui, il faisait travailler ma fille Jennifer chez lui comme hôtesse d'accueil, etc. Bon. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça existe toujours? Je me suis renseigné sur Facebook et là,
sur Google, j'ai vu que il était décédé accidentellement. Et donc, j'ai vu que l'école existait toujours. J'ai appelé l'école. C'était sa sœur maintenant qui était la directrice et qui m'a bien reconnu. Mais elle m'a dit, tu sais, confier cette somme-là à un type ici pour qu'elle aille en Tunisie. La vie tunisienne est vraiment très peu chère et c'est une fortune pour lui. Il vaut mieux éviter. Et du coup, j'ai décidé de faire mon voyage à Tunis. Je me suis dit, je vais voir s'il y a des organismes pour avoir des repas cachers ou une restauration cachère, un hôtel cachère. Il n'y avait pas moyen, j'ai envoyé. Je me suis dit, les Habad sont très forts. Je vais leur envoyer un mail. Ils n'ont jamais répondu. Du coup, je me suis dit, avec mon correspondant là-bas, si c'était possible, de faire l'exhumation le matin et puis que je puisse repartir le soir pour Paris. Et j'ai fait un voyage express, Paris, Tunis, Paris, en partant le matin, en assistant à l'exhumation et puis en revenant le soir en France. Voilà. Il y avait ensuite des problèmes pour les pierres tombales, il y avait enfin bref, tous ces problèmes-là ont heureusement été réglés. Et puis donc, mon père est enterré auprès de sa sœur le 4 mars, 60 ans après sa mort. Voilà mon frère Jaco, et la tombe de ma tante à gauche, et la tombe de mon père à droite. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup d'émotions dans la voix d'Yvan. Bravo pour ce devoir de mémoire, parce que les 4 tomes s'inscrivent également dans un devoir de mémoire de transmission. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Shalom v'leishtamea. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורכי.